penseurs arabes commenteront l'héritage grec à leur tour, et les universités du Moyen Âge, au XIIIe siècle, redécouvriront Aristote en traduisant les écrits des philosophes arabes. Or, il se trouve que l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité grecque, Platon, Athènes, 428-348, a consacré un important essai au sujet de l'amour et du désir, le banquet. C'est un traité rédigé sous
à distinguer en amour le corps et l'âme. Ceux qui sacrifient à l'Aphrodite populaire aiment le corps de ceux qu'ils aiment plus que leur âme. Cette distinction conduit à séparer un bel amour dont on devine qu'il est réservé à une élite, sensible à la beauté de l'âme avant tout, et un amour méprisable, seulement charnel, qui est explicitement qualifié de populaire. L'amour courtois par la bouche d'un Dante, 1265-1325, qui le dira digne de la cour. Et avant lui, chez le théoricien de l'amour, André Le Chapelain, sera semblablement différencié de la pulsion brute, non raffinée qui anime les vilains, la plèbe. Cet aristocratisme de l'amour est un trait qui relie le Moyen-Âge à l'Antiquité. Qu'en est-il aujourd'hui? La ligne de partage n'est peut-être plus sociologique, mais le modèle d'un bon amour, dévalorisant automatiquement un amour qui sera laid, sale et méchant, nous semble toujours bien présent. Un essai contemporain, Le nouveau désordre amoureux, de Pascal Bruckner, et Alain Finkielkraut propose l'abandon du modèle imposé et la valorisation des relations inventives dans leur singularité. Ceci constituerait une véritable libération sexuelle. Mais en sommes-nous là? La réponse appartient à chacun. Revenons au banquet de Platon. L'intervention d'Aristophane fait appel au mythe de l'androgyne primitif pour expliquer le désir, cette fois hétérosexuel, qu'ont les deux parties, mâle et femelle, de s'accoupler pour retrouver une unité perdue. Le judaïsme dément ce mythe. Dieu créa l'homme et la femme. Hommes et femmes, il les créa. À leur tour, l'islam et la chrétienté médiévale ignoreront le mythe antique. Il ne refera surface qu'avec les roses alchimiques de la Renaissance, où l'androgyne primitif retrouvera une place de choix. Mais notons que la nostalgie d'une fusion perdue des sexes ne figure pas parmi les préoccupations de l'érotisme médiéval. Enfin, Socrate prend la parole. Cette parole que Platon nous a transmise. Il est toujours difficile de savoir ce qui appartient au premier, ce qui relève de la philosophie du second. Mais cela ne nous préoccupe pas tant ici. Bien plutôt, c'est la conception particulière de l'amour qui clôt le banquet qui va nous occuper. Socrate, par la bouche de Platon, reproche en effet aux discoureurs qui l'ont précédé de s'en être tenu aux apparences. C'est de la nature du Dieu qu'il va parler, lui. Contrairement aux autres dieux, amour n'est ni beau ni bon. C'est le manque de choses bonnes et belles qui lui fait désirer ces choses mêmes desquelles il manque. Le désir, selon Socrate et Platon, serait donc fondé sur le manque. Fils d'expédient et de pauvreté, ce n'est ni un dieu ni un simple mortel, mais bien un être intermédiaire, un démon. Le mot grec démon n'a pas à l'époque la connotation maléfique que lui infligea l'Église. Il s'agit seulement d'une sorte d'esprit intercesseur entre le monde des hommes et celui des dieux. Vient alors la description étonnante, séduisante du démon amour par Socrate. En premier lieu, toujours il est pauvre, et il s'en faut de beaucoup qu'il soit délicat comme la plupart des gens se l'imaginent. Mais bien plutôt, il est rude, malpropre, un va-nu-pied qui n'a point de domicile, toujours couchant à même la terre et sans couverture, dormant à la belle étoile
Grèce romaine reprendra à son compte bien des éléments essentiels de la philosophie platonicienne. L'un idéal du philosophe grec fut sollicité par la pensée religieuse. Ne ressemble-t-il pas furieusement au divin unique du monothéisme chrétien? La multiplicité des choses terrestres sera semblablement évaluée par la théologie chrétienne, visant l'au-delà au mépris de l'ici-bas. Ces approches seront très lourdes d'incidence sur la conception de l'érotisme occidental. Reste une part de doute si le monde matériel pour Platon est un pâle reflet de celui des essences idéales. Il est aussi ce reflet connaissable. Et la théologie médiévale pourra par instant insister sur cet angle d'approche. Le monde créé en tant que miroir de la beauté divine s'en retrouvera alors revalorisé. En matière d'érotisme, un poète romain a lui aussi inspiré la manière d'envisager les relations amoureuses. Il s'agit d'Ovide, auteur d'un art d'aimer, auquel les écrivains du Moyen-Âge se réfèrent souvent. Le plus grand d'entre eux, Chrétien de Troyes, en réalisera d'ailleurs une adaptation en langue romane, malheureusement perdue. Ovide, né dans les Abruzzes en 43 avant Jésus-Christ, mourut exilé en Roumanie en l'an 17 ou 18. Il doit son exil à l'accusation d'immoralité dont il aurait fait preuve dans l'art d'aimer. Or, nous savons qu'Ovide était entre-temps devenu le poète favori de la haute société romaine. Que s'est-il passé? Dans l'art d'aimer, il prétend enseigner, instruire, apprendre à son lecteur comment séduire, comment ensuite faire durer l'amour. Dieu masculin, fils de Vénus, qui a percé l'auteur de ses flèches, son amour se rapproche de celui des Grecs. Il est jeune, fils de la déesse qui préside tant à la beauté qu'au transport du désir, qui se nommait Aphrodite en Grèce. C'est un dieu archer, chasseur. Ovide reprend donc à son compte les caractéristiques propres aux dieux grecs traditionnels, mais aussi l'aspect masculin et conquérant que lui accordait Platon. Cette facette est, dirons-nous, accusée encore par le poète latin, qui apostrophe ainsi son lecteur. Soldat qui, pour la première fois, affronte des combats où tu es neuf. Rappelons que l'amour médiéval est mot féminin, c'est une différence de taille. Certes, André le Chapelain, théorisant l'amour courtois au XIIe siècle, comparera à la suite d'Ovide le séducteur masculin à un chasseur ou un oiseau de proie, et la femme convoitée à une biche, serrée de près par les pieux du prédateur. Mais il insistera aussi, dans des dialogues acérés où s'affrontent hommes et femmes avec les armes de la scolastique, sur la nécessaire réciprocité des désirs. Plus fondamentalement, il semble que les poètes et théoriciens courtois du Moyen-Âge aient saisi, au contraire d'un Platon ou d'un Ovide, combien le séducteur conquérant est toujours lui-même, séduit par le charme de sa victime. Cette fatale réversibilité de la séduction, pour reprendre le mot du sociologue Jean Baudrillard, ni le grec Platon ni le romain Ovide ne semblent en avoir pris conscience. Ce sera un acquis difficile et progressif de l'érotisme médiéval. Remarquons par ailleurs, à la lecture d'Ovide, combien se profile déjà chez lui l'opposition qui sera reprise par un hymne asme, puis par les poètes courtois, entre amour et mariage.
discussions pouvant écarter le mari de la femme et la femme du mari et leur faire croire sans cesse qu'ils sont en procès l'un avec l'autre, est permis à des époux. La dot de la femme, ce sont les discussions. L'amie, elle, doit toujours entendre les mots qu'elle souhaite. Ce n'est pas un ordre de la loi qui vous a réunis, les amants, dans un même lit. Votre loi à vous, c'est l'amour. Qu'un poète chéri des Romains, ces inventeurs du droit, en fasse appel à la loi pour qualifier l'union des époux, et lui oppose une loi différente, celle de l'amour. Voilà qui relève bien de l'immoralité. Le mariage dans les sociétés romaines, arabes, féodales, on le sait, est d'abord régi par la convenance. Il est imposé par le cadre familial et social aux époux, pour ne pas morceler l'héritage ou pour créer des alliances profitables, et ce, à tous les niveaux de la société. Que le sentiment amoureux à Rome, en Andalousie, puis dans les cours féodales d'Occident, soit d'abord hors la loi, rien n'est moins surprenant. Il ne saurait se développer que dans l'adultère. On le vérifiera chez les troubadours ou avec le roman de Tristan et Iseult. Et la condamnation du plaisir sexuel entre époux par l'Église, selon laquelle, à la suite du platonisme, le but de la procréation est seulement la génération, ne fera qu'aggraver les choses. Or, que fait Ovide, décrivant avec complaisance les mœurs de la société romaine de son temps? Il montre dans son art d'aimer où et comment trouver, séduire et retenir d'excitantes femmes mariées, au cirque, au théâtre, avec la complicité des servantes. Son traité est un véritable guide du tourisme sexuel de la Rome antique, qui écrit tout haut ce que ses concitoyens et concitoyennes faisaient en silence. Qu'il recommande la discrétion absolue aux amants ne l'empêche pas de dévoiler, comme Ibn Hazm les troubadours ou plus tard André le Chapelain, le secret des relations extra-conjugales, raison pour laquelle ils furent condamnés tour à tour. La société tolère certains agissements extra-légaux. Elle n'accepte pas qu'on les chante pour autant. C'est aussi pourquoi l'érotisme médiéval se développera comme une véritable contre-culture, tantôt florissante et tantôt marginale, toujours en contradiction avec ce refus du plaisir, qui va marquer le Moyen-Âge chrétien, mais ne le dominera pas pour autant. Voici donc un petit préambule de l'érotisme au Moyen-Âge. Revenons désormais au présent avec l'ouvrage de Gary Chapman, Au cœur des 5 langages de l'amour. Selon Gary Chapman, en avez-vous peut-être déjà entendu parler? Il s'agit d'un célèbre conseiller conjugal américain. Il a notamment écrit cet ouvrage. Alors nous avons tous, selon l'éducation que l'on a reçue au cours de notre petite enfance, selon l'amour qui nous a été prodigué par nos parents ou autres figures parentales, des attentes